m'appelle Pierre Champy, je suis professeur en pharmacognosie à l'université Paris-Saclay, en faculté de pharmacie. La pharmacognosie, c'est la discipline qui s'intéresse aux produits d'origine naturelle à activité biologique. Alors pendant la conférence, je vais essayer d'illustrer les tendances évolutives dans la composition chimique des végétaux en me focalisant sur les plantes à fleurs et je vais faire le lien avec les convergences d'utilisation par les populations humaines. Donc c'est afin de montrer qu'il y a une logique de présence pour certaines molécules dans les végétaux et que les utilisations ne se font pas au hasard. Aux convergences botaniques, on a comme ça des thèmes récurrents. Et on verra tout à l'heure avec la biographie, qui est un classique maintenant de nos éditions. Et de la même façon, tous les ans, on essaie d'avoir un sujet, soit de médecine, soit de pharmacologie, ou en l'occurrence de pharmacognosie. Quand j'étais étudiant en pharmacie, on appelait ça la matière médicale, mais le terme pharmacognosie était également utilisé. Pierre Champy nous fait le plaisir de venir de Paris pour vous présenter donc un sujet sur la chimiotaxonomie des angiospermes. Il est professeur de pharmacognosie à la faculté donc, de Paris-Saclay et je tiens à préciser, c'est nous qui l'avons contacté pour venir. Je sais qu'il est extrêmement occupé, il a fait des déplacements pour être avec nous. Merci beaucoup Pierre. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Le programme est habilement pensé, parce qu'après les maths, la chimie, donc vous pouvez sortir vos ardoises. Je vais vous parler un petit peu de chimie, on va voir quelques structures. Je vais aborder des aspects de chimiotaxonomie des plantes à fleurs, et on va faire le parallèle avec des sélections traditionnelles par l'humain. Alors la chimiotaxonomie, ce n'est pas une discipline à part entière, c'est un angle de vue que peut avoir un taxonomiste par rapport à la composition chimique d'espèces vivantes, ou l'angle de vue que peut avoir le chimiste par rapport à l'origine des molécules qu'il caractérise ou qu'il isole. Alors cette notion de chimiotaxonomie, elle est importante et elle est évidente à beaucoup d'égards, et notamment dans les classifications du monde vivant qui ont été faites de manière historique. C'était un élément qui était prépondérant et qui fait partie de notre vie de tous les jours. Donc il y a beaucoup de traits communs en termes chimiques au sein des clades, à grande ou à petite échelle, qui ont amené les humains à faire des sélections de végétaux à des fins utilitaires ou alimentaires tout à fait homogènes à l'échelle mondiale. Donc exemple type ici avec les brassicacées, sélectionnés très très largement malgré la présence de composés a priori répulsifs, donc les glucosinolates, qui vont donner des isothiocyanates, qui sont des composés insecticides et qui sont particulièrement piquants, donc qui a priori sont censés repousser les prédateurs, mais qu'on a quand même très largement sélectionnés pour agrémenter notre alimentation. On retrouve également ces notions chimiotaxonomiques de manière très évidente sur des clades un peu plus restreints. Par exemple, chez les ranunculacées, les aconites, mais également le genre Delphinium, sont particulièrement connus pour leur toxicité extrêmement importante, qui est liée à la présence de composés alcaloïdiques. Les alcaloïdes, c'est des composés qui comportent un azote et qui sont basiques. Donc des composés alcaloïdiques dans la série de l'aconitine, qui sont des poisons extrêmement violents à activité neurotoxique, avec des emplois très convergents comme antinévralgiques, qui ont été abandonnés en thérapeutique occidentale parce qu'on tuait beaucoup les patients, et surtout des emplois particulièrement célèbres pour empoisonner des lames, des flèches, voire des balles. Et on retrouve des emplois d'aconites pour la guerre ou pour la chasse, depuis les Pyrénées jusqu'au Japon. Donc là, on est sur des exemples d'homogénéité chimique au sein de clades qui vont générer des sélections qui sont les mêmes. Alors ça nous amène à nous poser la question des molécules qui sont présentes chez les végétaux. Donc le nombre de molécules qui ont été isolées ou caractérisées chez des végétaux, de petites molécules ou de molécules de taille moyenne, est relativement mal connu. On estime qu'il y a à peu près 125 000 molécules qui ont été isolées. Il y a plusieurs bases de données qui existent qui référencent ces molécules. Je n'ai pas le temps de développer sur les nouvelles approches en chimie analytique qui permettent d'avoir un aperçu beaucoup plus large des métabolomes des végétaux. Mais par exemple, on peut citer la base de données libre Lotus, qui va piocher dans la littérature publiée en chimie des produits naturels et qui propose des inventaires de molécules présentes dans différents organismes
avec notamment une possibilité de remonter à des genres ou à des familles productrices pour des classes de molécules données. Alors pour parler de ces molécules, on va revenir sur un distinguo que vous connaissez tous, je pense, la notion de métabolite, substance, molécule, primaire ou secondaire. Le terme de secondaire ne s'utilise plus tellement, on parle plutôt de molécules métabolites spécialisées. Les métabolites primaires correspondent à des composés qui sont présents de manière ubiquitaire dans le vivant, ou en tout cas dans des très grands clades, par exemple à l'échelle du règne ou à l'échelle de l'embranchement. Ce sont des composés qui sont absolument indispensables à la survie des cellules et des organismes. Les métabolites spécialisés, quant à eux, comme leur nom l'indique, sont beaucoup plus spécialisés. Ils sont variables d'un clade à l'autre, voire d'un taxon à l'autre. Ce sont des molécules qui sont inconstantes, qui sont fabriquées pour interagir avec l'environnement, par exemple pour lutter contre des prédateurs ou contre des pathogènes, et qui apparaissent en réponse à une pression de l'environnement. Donc c'est une réponse évolutive. Et la sélection des molécules et des voies qui permettent leur synthèse dans le vivant, et notamment chez les végétaux, peut vraiment être vue comme, par une approche darwinienne. Alors parmi les métabolites primaires, donc c'est des métabolites dont on a dit qu'ils étaient absolument essentiels, on peut citer par exemple le glucose, que vous retrouvez dans toutes les cellules vivantes, et qui est à la fois un élément de structuration pour les végétaux par le biais de la biosynthèse des parois constituées de cellulose, c'est un polymère de glucose. Le glucose est également utilisé pour la production d'énergie via sa dégradation. Il est également utilisé pour le stockage de l'énergie. Et le glucose est également une brique de base qui va servir à fournir des carbones pour fabriquer d'autres molécules, et notamment des métabolites spécialisés. Et je vais vous citer plusieurs voies métaboliques du métabolisme spécialisé, et à chaque fois, c'est finalement le glucose qui apporte les carbones. Donc, ces métabolites spécialisés sont apparus chez l'ensemble des organismes vivants, largement par le biais de la duplication de gènes, et en particulier chez les angiospermes, via des duplications massives de génomes, ou éventuellement des duplications de gènes un petit peu plus ponctuelles. En tout cas, les métabolites spécialisés sont fabriqués via des enzymes qui travaillent en chaîne et qui sont codés par un génome qui est beaucoup plus plastique et beaucoup moins conservé que le génome qui va coder pour les enzymes du métabolisme primaire, pour lequel on ne peut pas avoir de déviation si on veut avoir une survie de la cellule et de l'organisme. Alors on va replacer ça dans le contexte des angiospermes, et donc on va reprendre la classification proposée par la PG4. Et on va faire des gros distinguos avec les magnolidés, les monocos, les helicobasales, les rosidés et les astéridés. Donc, si on regarde d'un point de vue simplement phénotypique, morphologique, on voit que dans le sens de l'évolution, chez les angiospermes, on a des grandes tendances, avec notamment des plantes à fleurs parmi les moins évoluées, qui ont plutôt tendance à être ligneuses, à fabriquer du bois, donc des arbres, des arbustes, des plantes rhizomateuses, et plus on avance dans l'évolution, et plus on a tendance à avoir des plantes qui sont annuelles, bisannuelles, et qui contiennent peu de bois, qui sont peu ligneuses. De la même manière, on passe de fleurs dont les pièces florales sont très nombreuses, plutôt organisées en spirale, à des pièces florales qui sont moins nombreuses. Et on passe d'inflorescences non organisées à des inflorescences plus complexes. Alors on peut se poser la question de est-ce qu'on a des tendances au niveau moléculaire, au niveau phénotypique moléculaire, du même ordre. Ça a été assez largement décrit par Otto Gottlieb, un Brésilien, chimiste des produits naturels, qui s'intéressait à des espèces provenant de clades variées tout au long de cet arbre d'évolution des angiospermes. Alors, les voies du métabolisme sont complexes, elles sont très largement interconnectées. Ici, j'ai triché, j'ai pris du métabolisme animal, avec les voies du métabolisme primaire qui sont les plus visibles. Donc, le métabolisme est interconnecté, les différentes voies de biosynthèse et de dégradation sont interconnectées, et le métabolisme spécialisé est extrêmement diversifié quand on regarde les structures des molécules qui sont connues, notamment chez les végétaux, mais finalement, le nombre de voies métaboliques pour fabriquer ces molécules très variées est assez restreint. Et les voies du métabolisme spécialisé sont en interconnexion directe avec les voies du métabolisme primaire. Donc finalement, on part de voies d'un métabolisme essentiel pour aller vers des prolongations, des diversifications qui amènent à des composés spécialisés par organisme avec des structures qui sont très variées. Donc on va revenir un petit peu sur de la chimie de base.
Je vous rappelle que les molécules organiques sont constituées de squelettes de carbone et d'hydrogène, très souvent d'oxygène, auxquels vont se rajouter éventuellement d'autres atomes, notamment du soufre, du phosphore. Donc, nos atomes, pour former des molécules, vont établir des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes. Donc, par exemple, un carbone va toujours avoir 4 liaisons covalentes. Pour former ces liaisons, on a mis en commun d'un électron de la couche supérieure d'électrons de ces atomes, donc d'un électron par atome. Donc ici, sur une liaison simple entre deux carbones, un carbone donne un électron, un autre carbone donne un autre électron. Et on peut avoir des liaisons doubles, voire des liaisons triples, et les liaisons doubles résultent de la mise en commun de 2 électrons par atome, avec, pour les électrons supplémentaires, un beaucoup plus grand degré de liberté dans l'espace et une disponibilité qui est beaucoup plus importante. Alors si je reviens à mes grandes voies du métabolisme spécialisé chez les végétaux, on en a 3 principales. Alors je schématise vraiment beaucoup, mais 3 principales qui s'appellent les voies chichimiques, du nom d'un intermédiaire, l'acide chichimique, la voie des polyacétates, qui est une voie finalement multiple, et la voie des terpènes, qui est également une voie qui est multiple. Et on va voir qu'en fonction du degré d'évolution, notamment chez les plantes à fleurs, on a une exploitation différente de ces différentes voies pour l'obtention de composés spécialisés nécessaires à l'interaction avec l'environnement. Donc ces tendances évolutives, elles vont se traduire par l'abondance des composés qui viennent de ces différentes voies et par la diversité des structures issues de ces différentes voies. On remarquera également que dans la nature, on a une structure qui est très largement privilégiée, qui est celle du cycle aromatique ou du noyau aromatique. Aromatique au sens chimique du terme. Ici, j'ai représenté le plus simple, qui est le benzène. Dans un noyau aromatique, on a une très grande liberté de mouvement des électrons. Et donc, dans le benzène, on a 6 carbones qui établissent tous des doubles liaisons avec leurs voisins. Je vous avais dit que les électrons de double liaison étaient très mobiles, donc on a une circulation des électrons qui est importante. Ça, c'est très important dans les interactions qu'il peut y avoir en termes chimiques, en termes pharmacologiques, dans le monde du vivant. Alors on remarquera également que ces noyaux aromatiques ont tendance à stabiliser les radicaux libres, donc des électrons qui sont tout seuls, qui ne forment pas de liaison covalente, et ont des propriétés chimiques qui sont particulières. Alors je vais revenir à ma première voie qui permet... Il y a 2 voies qui permettent d'aboutir à ces noyaux aromatiques, la voie chichimique, la voie polyacétique. Je vais revenir à ma voie chichimique. Elle va générer des composés qui ont un noyau aromatique et un atome de carbone, ou un noyau aromatique et 3 atomes de carbone. Je vais me concentrer plus particulièrement sur les molécules qui présentent ce motif. C'est le motif que vous retrouvez dans la lignine. Pour fabriquer de la lignine, les végétaux associent des unités de ce type-là par le biais de réactions radicalaires, par le biais de la formation de radicaux libres sur ces entités, très facilitées par la réactivité intrinsèque de ces molécules. Donc chez des végétaux qui ont tendance à être ligneux, on a un très fort métabolisme de la lignine, on exploite beaucoup la voie chichimique et des réactions radicalaires. Donc chez les angiospermes les moins évolués, les métabolistes spécialisés sont préférentiellement issus de la voie chichimique, présentent ce type de structure et vont s'associer préférentiellement via des sommets qui peuvent porter des radicaux libres. Donc la diversité moléculaire chez les angiospermes les moins évolués, c'est voie chichimique, coupage radicalaire. Donc ça, on va pouvoir l'illustrer. Par exemple, dans la voie de biosynthèse des composés chichimiques, on va retrouver un acide aminé qui est la tyrosine, qui est un acide aminé essentiel, donc qui possède un atome d'azote. Donc il y a une série d'alcaloïdes, de composés azotés qui dérivent de la tyrosine, qu'on appelle les alcaloïdes isoquinoléiques. Ces alcaloïdes isoquinoléiques, ils se distribuent de manière exclusive chez les magnolidés et les eudicobasales. Et chez les monocos, on va retrouver des séries qui sont des séries parallèles des composés isoquinoléiques, des magnolidés et des eudicobasales. Alors, on a une quasiment absence de ces alcaloïdes isoquinoléiques plus loin dans l'évolution des plantes à fleurs. Illustration par rapport à la convergence d'usage chez l'humain, ces composés ont des activités pharmacologiques puissantes, souvent des actions anti-infectieuses, et par exemple, des anonacées ou des ménispermacées fabriquant des alcaloïdes isoquinoléiques de la classe des bisbenzyltétrahydroisoquinoléines, comme par exemple le genre Isolona ou le genre Stéphania chez les ménispermacées, ont été sélectionnés dans des coins très différents de la planète en utilisation traditionnelle comme antipaludiques.
Autre exemple, parmi les alcaloïdes isoquinoléiques, la classe des protoberbérines, très fréquente, dont le chef de file est la berbérine, qui est une molécule que vous connaissez peut-être de nom, que vous retrouvez chez des magnolidés et très largement chez des ranunculales. Et en Asie, en Afrique, en Europe, on a utilisé des plantes à berbérine à visée antifongique, anti-infectieuse, notamment dans les diarrhées bactériennes. C'est tout à fait frappant, par exemple, pour le genre Anithia, anciennement Enantia chez les Anonacées, ou encore chez un certain nombre de ranunculacées, comme par exemple les Coptis. Si on passe à des angiospermes d'évolution moyenne, donc chez des rosidés, on a beaucoup moins d'abondance et de diversité de composés qui viennent de la voie chitinique et qui sont couplés par le biais de formation de radicaux libres. On va retrouver, principalement privilégiés, des composés qui sont dits mixtes, qui sont issus à la fois de la voie chitinique et de la voie polyacétique. Par exemple, ici, sur ce flavonoïde, qui est un isoflavonoïde, on a un noyau aromatique qui vient de la voie chitinique et un qui vient de la voie polyacétique. Alors là, je prends l'exemple de flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est des molécules qui sont répandues, qui sont présentes chez l'ensemble des végétaux terrestres. Cet exemple-ci, c'est une isoflavone, c'est un type particulier de flavonoïde qui est l'apanage véritablement des fabacées. Donc là, on va être beaucoup sur des séries qui sont des séries polyphénoliques, qui vont être très très largement privilégiées chez les angiospermes d'évolution moyenne. Les couplages inter- ou intramoléculaires, donc entre molécules différentes ou au sein d'une même molécule pour générer de la chimiodiversité, ne vont plus jouer sur des couplages entre des entités qui portent des radicaux libres, mais vont plutôt jouer sur une réactivité qui est de type nucléophile, qui joue sur l'asymétrie de répartition des électrons au sein des molécules, notamment au niveau des noyaux aromatiques. Ça, c'est une réactivité qui est vraiment typique de l'unité acétate, qui est utilisée dans la voie des polyacétates. J'y reviens tout de suite. Exemple type, chez les rosidés, très forte abondance des tannins condensés, des polymères de flavonoïdes, qui sont couplés par des réactions de type nucléophile. Ça se traduit là encore par des convergences d'usage chez l'humain. Les tannins condensés, c'est des molécules qui sont très fortement antidiarrhéiques, et on a une sélection très nette, partout sur la planète, de plantes très riches en tannins condensés qui sont essentiellement des rosidés, et notamment dans l'ordre des rosales, à visée antidiarrhéique. Alors, chez les angiospermes d'évolution moyenne, on a aussi beaucoup de composés polyphénoliques qui proviennent exclusivement de la voie polyacétique. Donc cette voie polyacétique, c'est des associations d'unités à 2 carbone, les unités acétates que je vous ai montré avant, pour donner des noyaux aromatiques. Voilà, je simplifie un petit peu. Là, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais c'est également assez frappant, et assez frappant en termes de conséquences pour les sélections par l'humain. Et quand on a des composés alcaloïdiques, donc qui portent un azote, ce n'est plus des dérivés chimiques qui sont retrouvés, mais ce sont des dérivés de métabolites primaires azotés, donc en l'occurrence des acides aminés, qui sont eux-mêmes issus d'intermédiaires d'un cycle biochimique que vous connaissez de nom, qui est un cycle important dans le métabolisme primaire, qui est le cycle de Krebs, qui va donner des acides aminés relativement variés de manière indirecte. Et donc les alcaloïdes chez les angiospermes d'évolution moyenne, c'est typiquement des molécules issues d'acides aminés, elles-mêmes issues du cycle de Krebs, alimentées par l'unité acétate, et qui vont très souvent incorporer des carbones qui viennent de l'unité acétate par ailleurs. Et là aussi, plein de phénomènes de convergence d'usage, et là aussi, je n'ai pas le temps de développer malheureusement. Chez les angiospermes les plus évolués, la diversité moléculaire, elle va se fonder sur les voies terpéniques. Les terpènes sont des métabolites primaires ou spécialisés qui ont une unité de base à 5 carbones, qu'on appelle l'unité isoprène. Les assemblages d'unités isoprènes ou des cyclisations en série terpénique, en série isoprénique, exploitent une réactivité chimique différente, des additions dites électrophiles, dans lesquelles on a un déficit net d'électrons, et donc on a une lacune électronique qui va pouvoir être attaquée par des électrons d'une double liaison, elles-mêmes riches en électrons. Donc exemple ici avec le couplage de 2 unités isopréniques. Et donc chez les angiospermes les plus évolués, donc chez les astéridés, c'est clairement la voie des terpènes qui va être privilégiée pour fabriquer des molécules défensives. Exemple ici avec une série terpénique qui est la série des iridoïdes, des composés très amers, très souvent anti-inflammatoires, et pour les plantes à iridoïdes, donc qui sont exclusivement des lamidés, on a des très nettes convergences d'usage, notamment sur des emplois comme anti-inflammatoires ou comme stomachiques.
Anti-inflammatoires, par exemple, utilisation de l'arpagophyton pour des douleurs arthrosiques. Et puis, du côté européen, utilisation des scrofulaires ou encore utilisation des bouillons blancs ou utilisation des véroniques, etc. Et puis cette convergence d'usage médicinale, vous la retrouvez également pour des emplois alimentaires avec des sélections en licoristerie de plantes comme la gentiane ou comme l'arpagophyton, comme amérison pour des boissons apéritives. Alors, on retrouve d'autres exemples, il y en a vraiment beaucoup, j'en ai choisi un autre qui est important, chez les astéracées et dans les groupes alliés aux astéracées, on a une très grande diversité, une très grande abondance des composés de type sesquiterpène, des composés terpéniques qui contiennent 3 unités isoprènes. On a beaucoup plus de diversité des sesquiterpènes chez les astéracées qu'ailleurs, chez les autres végétaux et notamment chez des végétaux moins évolués. Les sesquiterpènes, c'est assez fréquemment des molécules anti-inflammatoires, des molécules anti-infectieuses. Les emplois en tant que vulnéraires pour la prise en charge des plaies sont extrêmement convergents à l'échelle mondiale pour des plantes de cette famille. Exemple ici avec les achidées, les inules. Et puis très souvent, les sesquiterpènes ont des activités antiparasitaires qui sont importantes sur des protistes, sur d'autres organismes parasites. Et donc, on peut également observer des convergences d'usage qui sont absolument frappantes. Par exemple, l'emploi très large des Vernonia ou des Gymnanthemum en Afrique subsaharienne dans des pathologies parasitaires, emploi de l'armoise annuelle en Chine pour la prise en charge du paludisme, en Europe, emploi de l'absinthe, wormwood, comme vermifuge traditionnel en médecine vétérinaire ou en médecine humaine. Alors, cette logique évolutive, on ne la retrouve pas de manière systématique dans les sélections qui sont faites par l'humain, mais la chimiotaxonomie est finalement toujours un petit peu présente. On va prendre un exemple avec des composés terpéniques qu'on appelle les hétérosides cardotoniques, qui sont apparus à plusieurs reprises dans l'évolution. Donc là, sur les sélections par l'humain, on n'a pas de logique évolutive par rapport à l'évolution des végétaux, mais par contre, on a bien une logique de sélection chimiotaxonomique avec les plantes à hétérosides cardotoniques utilisées très largement comme poison, et utilisé dans une certaine mesure comme remède traditionnel, notamment tonique cardiaque ou à visée diurétique. Exemple ici avec l'ouabaïne qui était un petit peu sur le marché médicamenteux. Et avec des convergences d'usage qui sont également frappantes, vous allez pouvoir retrouver des emplois de plantes à hétérosides cardotoniques de différents clades, des moracées, des apocinacées, des ranunculacées, utilisés pour empoisonner des flèches, utilisés comme poison de suicide, utilisés comme poison d'ordalie, etc. Donc, on a une logique évolutive globale en termes de phénotype chimique qui est extrêmement nette chez les angiospermes, qui peut être assez facilement objectivée, qui se vérifie extrêmement bien. Le fait de faire des considérations chimiotaxonomiques et évolutives, c'est extrêmement prédictif de la composition qu'on peut attendre à partir d'une plante en fonction de son clade. Ce n'est pas des prédictions qui sont absolues, mais c'est des prédictions qui sont efficaces. Donc, le fait de regarder des végétaux, notamment sélectionnés par l'humain, sous l'angle évolutif chimique, c'est un élément extrêmement efficace dans un cadre ethnobotanique. Et globalement, l'évolution de la chimie chez les végétaux pour les métabolites spécialisés a vraiment conditionné de manière extrêmement frappante les sélections qui sont faites de différents clades par l'humain. Je pense que je suis dans les temps, j'espère que j'étais compréhensible. Beaucoup de notions étaient très tronquées, très simplifiées, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous le souhaitez. Merci, c'était vraiment passionnant. Pendant que des mains se lèvent, vous avez évoqué la loi des terpènes, qui sont des molécules souvent aromatiques avec des odeurs assez fortes. Alors, ma question c'est est-ce que c'est ce qui explique qu'on retrouve des odeurs de plantes qui sont très proches entre par exemple les astéracées, les artémisias, les achidées, et puis de l'autre côté les damiers, avec les damiers pratiquement. Alors, en l'occurrence, le terme aromatique est à comprendre au sens chimique du terme et pas au sens olfactif du terme. Et les dérivés terpéniques sont très rarement des molécules aromatiques. On a des exceptions, en fait. Le stradiol, le thymol, le carbacrol, les tanchinones. Mais généralement, les terpènes ne sont justement pas aromatiques. La voie des terpènes n'amène pas aux noyaux aromatiques. Alors, pour les composés qui sont odorants et qui sont recherchés, effectivement, on a des tendances à fabriquer des molécules à caractère volatile en série terpénique très largement, en tout cas pour celles qui nous intéressent, nous humains, qui sont assez largement exprimées chez des clades très évoluées, mais qui ne sont pas du tout exclusives à ces clades évoluées,
si bien qu'il y a quand même des rosidés ou des magnolidés qu'on va distiller pour obtenir des parfums qui sont finalement assez proches de ce qu'on a. Ce qu'on peut remarquer, de ce qu'on a chez des angiospermes très évolués. Ce qu'on peut remarquer cependant, c'est que dans certains clades très évolués, on a manifestement une diversité génétique qui amène à une très grande variabilité des constituants qu'on peut retrouver dans des huiles essentielles au sein d'une même espèce avec beaucoup de chimiotypes, ce qui va être le cas très largement chez les lamiacées, beaucoup plus que chez des myrtacées par exemple. Bonjour, merci pour votre intervention. On parle des angiospermes, mais est-ce qu'il y a des choses équivalentes qui ont été faites chez les gymnospermes? Est-ce qu'on retrouve aussi cette... Et puis ptéridophytes aussi, enfin les autres groupes. Alors, pour les gymnospermes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, c'est difficile de voir les tendances. En termes de tendances évolutives, moi, j'en connais pas véritablement. Par contre, il y a des spécificités chimiotaxonomiques par clade pour certaines familles. Les cupressacées, par exemple, ont un métabolisme un peu particulier. Mais globalement, les gymnospermes, en tout cas les conifères, ils exploitent beaucoup la voie des terpènes pour faire des diterpènes, mais dans une série donnée, ou une série principale, la série de l'acide abietique. Et pour des groupes plus anciens, ils ne sont pas assez travaillés. Mais il y a quand même une diversité chimique qui est très très frappante chez chez les marcontophytes. C'est ça, un marcontophyte. Où on a des séries qui sont assez proches de celles des angiospermes parfois, mais on ne connaît pas la génétique, on ne connaît pas bien les structures, et c'est manifestement des séries parallèles. Donc il y aura eu des évolutions convergentes, mais pas de filiation directe. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, non, j'ai juste une petite question. Si vous avez un livre à conseiller pour dire sur ce sujet. Sur les voies de biosynthèse, clairement le bouquin de Paul DeWitt, qui doit s'appeler Natural Product Chemistry. Et sur la chimiotaxonomie, pas véritablement, mais Jean Bruneton l'aborde assez largement dans son ouvrage Pharmacognosie. Je voulais savoir du coup s'il y avait des séries de molécules comme ça qui on pouvait associer à des contraintes écologiques liées à une sélection particulière. En fait. Là, je n'ai pas d'exemples qui me viennent. Après, c'est plutôt des stratégies différentielles qui vont s'établir. Je sais pas, par exemple, les fabacées, ça fait des composés anticonceptionnels en série isoflavone pour lutter contre des prédateurs de grande taille, par exemple. Sur la vraie contrainte externe identifiée, comme ça, j'en vois pas. Je vois plus des phénomènes d'échappement chez des animaux, c'est ce qui me vient en tête, mais pas sur la sélection évolutive de voies métaboliques. Ouais, bravo pour ta présentation. Juste un petit complément, le bouquin de Paul DeWitt qui s'appelle Medicinal Product, a Biosynthetic Approach. Mais oui, merci. Et il est disponible en PDF, la 3e édition, en tapant DeWitt, D-E-W-I-C-K. C'est un excellent bouquin. Et c'est un excellent bouquin, oui. Mais qui date un petit peu, donc du coup, il n'y aura pas de mise à jour a priori. Ça ne prend pas en compte des données génétiques récentes, ce qui est dommage. Du coup, ça peut être complété avec un bouquin de Walsh. Il y a de quoi s'occuper déjà avec le DeWitt. Merci encore. Merci beaucoup.